bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal des 15h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Simulation grandeur nature face au coronavirus. Et enfin dans l'actualité internationale concernant le vol MH17, ouverture aux Pays-Bas d'un procès hors norme. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Sous la présidence de M. Mohamed Ali Ahmed, la première séance publique de la première session ordinaire pour l'année 2020 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui dans l'hémicycle du Parlement. Cette séance, rappelons-le, a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, des ministres, des parlementaires. Il y avait pour ordre du jour l'examen en seconde lecture de la loi numéro 75 de l'année 2020 de la 8e législature sur le fonds souverain de Djibouti. À ce sujet et au terme des éclairages fournis, le président de l'Assemblée et le Premier ministre, ainsi que par la rapporteure générale du budget, l'hémicycle s'est prononcé en faveur de la demande du seconde lecture et a adopté le rejet et l'amendement du 3e et l'alinéa 2 et de l'amendement 4 et l'amendement 2 précédent le vote le 5 février dernier. Sans transition, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a présidé hier les travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Alliance parlementaire d'Afrique orientale pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette rencontre annuelle a vu la participation de plus de 40 parlementaires issus de 11 pays d'Afrique orientale. Officiellement, l'Alliance est conçue avec un statut international est composée d'alliances des caucus des comités parlementaires nationaux des pays d'Afrique australe, dont le Burundi, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Sud-Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda, ainsi que l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Le président a également remercié le FAO pour son accompagnement et son appui constant en faveur de notre institution et de notre pays. Les autres membres de la SPAO, dont l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et l'Union interparlementaire de l'autorité intergouvernementale. Et personnel de son très honorable M. Mohamed Ali Mohamed, président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci pour la gratitude envers la FAO et de ses partenaires. Il convient de rappeler que parmi les 17 objectifs du développement durable, l'élimination de la pauvreté, l'objectif fin zéro, la santé et le bien-être figurent en très bonne position. L'élimination de la faim et de la malnutrition est la raison d'être de la FAO. C'est pourquoi nous travaillons à l'implication de toutes les parties prenantes, en premier lieu les partenaires, les parlementaires, car ils sont les dépositaires des engagements politiques et donc des partenaires incontournables pour réaliser l'objectif de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Eh bien, la coopération parlementaire ainsi que des engagements contre la faim peuvent amplifier des cadres légaux indispensables au développement du secteur alimentaire et nutritionnel. Écoutons l'extrait d'Ileta. L'objectif de la réunion qui nous rassemble aujourd'hui est simple. Comment garantir une alimentation correcte et saine à nos concitoyens, gage d'un développement économique et social efficace. Pays semi-désertique, Djibouti connaît un cycle constant de sécheresse qui met à mal les efforts du gouvernement à assurer sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. La récurrence de ces crises affecte la santé d'une large frange de la population, particulièrement les femmes et les enfants. Face à ce constat, le gouvernement a mis en place une série de mesures juridiques et institutionnelles permettant d'apporter une réponse adéquate et durable aux problèmes de l'insécurité alimentaire. Mesdames et Messieurs, en lançant en avril 2019 l'Alliance parlementaire de l'Afrique orientale pour la sécurité alimentaire et la nutrition, nous avons fait un bon choix.
Les préoccupations des peuples que nous représentons sont légitimes et les attentes sont grandes. Néanmoins, je mesure avec satisfaction la détermination des hommes et des femmes, membres de notre alliance, à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. L'éradication de la pauvreté et ce corollaire est un combat noble qui demande un engagement profond, de la patience, de la persévérance, ainsi qu'une mobilisation sans précédent de tous les acteurs de la société. J'aimerais conclure mon propos par cette belle parole en vous remerciant de votre aimable attention et en vous souhaitant plein succès à nos travaux. En rappelant le rôle incontournable de la FAO, le président M. Mohamed Ali Ahmed a souhaité un appui pour le secteur agricole, surtout les cultures, des petites superficies, les parcours des nomades, des moyens agraires au niveau rural. Écoutons le président. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle a connu des succès ces dernières années grâce à certaines innovations techniques et à la mobilisation de nouveaux acteurs. Cela démontre que la faim n'est pas une fatalité et que l'insécurité alimentaire n'est pas un domaine réservé aux experts. C'est pourquoi il ne fait aucun doute que les parlementaires que nous sommes sont des partenaires essentiels dans les politiques de lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. En effet, cela est inhérent à notre fonction législative et à notre rôle de contrôle des politiques budgétaires et gouvernementales, mais à notre rôle de représentants du peuple. Cette plateforme vient en soutien au gouvernement qui définit les politiques publiques et en tant qu'élus du peuple, nous ne faisons que renforcer la bonne exécution des politiques publiques du gouvernement. Honorables députés, chers collègues, c'est dans cet esprit, avec le soutien de la FAO, que nous avions créé l'Alliance parlementaire contre la faim et la malnutrition. Cette alliance fournira un espace dédié au processus législatif veillant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment par la mise en place des cadres légaux. Vous conviendrez avec moi que la lutte efficace contre l'insécurité alimentaire et la nutrition passe par des politiques agricoles efficaces qui fassent participer les petits agriculteurs, les éleveurs nomades et les femmes, tout en mettant à leur disposition des équipements nécessaires pour la mise en œuvre des systèmes de production à la fois plus productifs et plus respectueux de leur environnement. En effet, il est prouvé que les pays qui ont une meilleure sécurité alimentaire sont ceux dans lesquels le gouvernement s'engage fortement en faveur du secteur agricole de petite envergure. Par conséquent, j'invite tous les bailleurs, en particulier la FAO, à intensifier les interventions et à épauler nos petits agriculteurs. Et je rappelle une fois de plus le rôle primordial des parlementaires dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, j'espère que cette rencontre sera de plus fructueuse et permettra avant tout d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous nos concitoyens et ainsi réaliser la faim zéro d'ici 2030 dans nos pays respectifs. Prévenir et protéger la population contre l'épidémie du coronavirus. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu aujourd'hui un exercice de simulation en cas de suspicion d'un cas de coronavirus ou Covid-19 à Djibouti. Un commentaire de Ahmed Hamad.
Nous sommes ici à l'aéroport international de Djibouti, qui est également l'un des principaux points d'entrée de la capitale. Ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, le ministère de la Santé, à travers l'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, a mis en place tout un dispositif de dépistage pour les éventuels cas de coronavirus. Alors comment cela se passe-t-il? Les passagers qui arrivent ici sur le sol djiboutien sont immédiatement traités sous les tentes que vous voyez derrière moi par une équipe compétente et dynamique de l'INSPD pour être déclarés par la suite positifs ou non au coronavirus. Cet exercice piloté par le ministère de la Santé a permis de tester et d'évaluer les dispositifs mis en place pour parer à toute éventualité, notamment d'introduction du virus sur le territoire. La simulation a débuté ce matin à l'aéroport international de Djibouti où plusieurs passagers ont eu droit à une batterie de tests dont la surveillance thermique et la collecte d'informations sur leur itinéraire respectif. Parmi les 3 passagers qui ont participé à cet exercice de grande envergure, un seul d'entre eux présentait des signes suspects symptomatiques lors du contrôle du point d'entrée. Ce dernier a été immédiatement isolé et ce cas suspect a de suite déclenché la procédure d'urgence en vigueur qui va mobiliser par la suite plusieurs entités telles que l'aéroport international de Djibouti, la gendarmerie nationale, la police nationale qui sont totalement impliquées dans la gestion de crises sanitaires aux côtés du ministère de la Santé. Le patient 0 va être évacué conformément au règlement sanitaire international vers le site de prise en charge et de quarantaine qui est établi au niveau de l'ancien hôpital Bouffar. Toutes les conditions ont été réunies pour isoler, désinfecter et transporter le patient 0 dans les conditions optimales. Rappelons que depuis le début de l'épidémie, le ministère de la Santé avait déjà mis en place tous les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour surveiller les passagers à destination de Djibouti 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si le patient est déclaré positif au coronavirus, il est directement évacué vers l'hôpital Bouffar où tout un système et tout un dispositif de quarantaine a été mis en place par le ministère de la Santé. Tout de suite, nous allons rencontrer ces agents de l'INSPD et également l'infectiologue présent parmi eux et lui demander plus amples explications. Nous sommes aujourd'hui pour effectuer une simulation dans le cadre de l'introduction d'un nouveau cas ou un cas suspect de coronavirus. Le plus important dans le cadre de cet exercice est d'abord de pouvoir dire à la population et à l'ensemble des personnes qui nous écoutent que c'est un exercice de simulation, 1. Et de 2, qu'il n'y a à ce jour pas de cas à Djibouti. Maintenant, au niveau de l'aéroport, donc le plus important, c'est de pouvoir éviter l'introduction d'un nouveau cas. Et dans le cadre de cette introduction, la simulation a été menée depuis l'aéroport jusqu'au site Bouffar. Au niveau de l'aéroport, cette simulation comportait 3 éléments. Le premier point, c'était un patient ne répondant pas aux critères des zones d'exposition à risque. Donc cette personne a eu toutes les informations nécessaires à titre d'information et est répartie chez elle. Le deuxième malade, comme vous le voyez, est un cas répondant aux critères, donc venant dans une zone d'exposition à risque, mais ne présentant pas des signes ou n'a pas été au contact. Dans le cadre de ces définitions des cas, il y a une définition et des critères bien établis pour pouvoir dire qui répond à ces critères, qui devient cas suspect, qui devient cas probable et qui devient cas confirmé. Et le troisième malade qu'on avait vu, dans le cadre de la simulation, c'était un patient qui répondait à ces critères, mais un patient asymptomatique qui ne présentait pas des signes, mais qui était en contact, qui venait d'un pays d'exposition à risque où la pathologie sévit au niveau communautaire et qui ne présentait pas des signes, mais qui a été en contact, c'est ça qu'on appelle le contact étroit avec une personne ayant la maladie. C'est dans le cadre de cet exercice où ce patient simulé a été isolé et cette isolation a pris en compte au regard des règlements sanitaires internationaux. Et j'en profite de cet exercice que un exercice lorsqu'il est mené du bout en comble, c'est un exercice qui comprend, c'est un exercice démonstratif et pour pouvoir tirer les leçons apprises et améliorer le quotidien. Écoutons à présent le ministre de la Santé sur cette simulation en cas de suspicion et en cas de coronavirus ou Covid-19 à Djibouti.
Après la détection du cas de suspect de l'aéroport international de Djibouti, toujours dans le cadre de l'exercice de simulation mené par le ministère de la Santé, l'acheminement du patient nécessite une escorte spéciale des motards de la gendarmerie nationale pour faciliter et réduire le délai de transport. L'ambulance du SMUR arrive vers le site de prise en charge de quarantaine sécurisé par les forces de la police nationale. Sur le site, comme vous le voyez sur les images, les équipes d'infectiologie chargées de la prise en charge prennent le relais et le patient zéro sera soumis à des examens médicaux approfondis. Rappelons que cet exercice de simulation a permis d'évaluer l'efficacité et la réactivité de tous les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé pour parvenir à un meilleur suivi en cas de première apparition du coronavirus durant la période de quarantaine et de confinement de 14 jours au sein de cette structure spécialisée. Les patients bénéficient de meilleures conditions de séjour. Rappelant que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, attache une importance capitale au plan de riposte contre le coronavirus, piloté par un comité de haut niveau multisectoriel qu'il a mis sur pied. A confirmé de cette urgence internationale baptisée sous le nom de Covid-19, c'est la coronavirus qui lui-même entraîne une détresse respiratoire. Cette pathologie maintenant, le taux de mortalité de cette pathologie, elle est vraiment de 0,2% de 0 à 40 ans. De 40 à 50 ans, elle part à 0,4% et elle augmente avec l'âge et avec les signes d'état associés. Il y a déjà un test diagnostic rapide et la bonne nouvelle, ce test diagnostic rapide se fera à Djibouti. On le fera ici et tous les cas suspects bénéficieront de ce test rapide à Djibouti, à l'hôpital Bouffar. Et tous les techniciens et tous les spécialistes dans cette matière, ce matin nous sommes réunis. Nous avons répondu à la nation et nous sommes là pour travailler pour la nation. Écoutons à présent le ministre de la Santé sur cette simulation en cas de suspicion d'un cas de coronavirus ou Covid-19 à Djibouti. On vient d'effectuer un exercice de simulation pour tester le dispositif mis par le gouvernement, j'ai dit par le gouvernement, à travers le ministère de la Santé pour faire face à cette maladie de coronavirus. Nous étions ce matin à l'aéroport. Nous avons mis à l'aéroport un service de contrôle de l'ensemble des passagers qui proviennent dans tous les pays, pas en Chine seulement, mais dans tous les pays du monde. Et ce dispositif, ce service dispose de deux tentes. La première tente, c'est pour contrôler le passager et tous les moyens et les docteurs, les professionnels de la santé, l'UNSPD sont présents pour contrôler effectivement tous les passagers provenant dans tous les pays du monde. Nous avons également mis en place une ambulance avec des équipes médicales qui vont transporter jusqu'à Bouffar les patients qui devient suspect. Au niveau de Bouffar, nous avons mis en place des sites, un site de prise en charge qu'on vient de visiter et qui, dans ce site, il y a tous les équipements nécessaires pour tester les personnes suspectes de cette maladie de coronavirus. Dans ce site également, il y a le médecin infectiologue, un médecin généraliste, des infirmiers, des professionnels de la santé qui prend en charge la personne pour un soin approprié à cette maladie de coronavirus. Nous avons également mis en place, comme nous avons visité tout à l'heure, un site de quarantaine pour mettre le passager suspect pendant 14 jours. Pendant la période d'incubation, ils vont passer dans un site
et ces sites disposent à peu près 105 lits. Le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires. Je remercie au passage le président de la République, son Excellence M. Ousmane Guelleh, qui n'a ménagé aucun effort, qui nous a réunis et qui a même créé un comité de haut niveau qui vont gérer uniquement ces problèmes. Et il a donné les instructions fermes à tous les départements ministériels qui sont concernés par cette problématique du coronavirus. Rappelons que cet exercice de simulation a permis d'évaluer l'efficacité et la réactivité de tous les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé pour parvenir à un meilleur suivi en cas de première apparition du coronavirus. Écoutons le responsable de l'OMS et du système des Nations Unies. D'assister à une simulation avec Monsieur le ministre de la Santé et d'autres ministères qui sont impliqués dans cette préparation et cette riposte à une éventuelle importation de cas de Covid-19. Des efforts colossaux ont été déjà fournis. Je salue par là le ministère de la Santé et le gouvernement de Djibouti pour tout ce qui a été fait. Maintenant, le motto de la journée, c'est de se préparer pour le pire et espérer pour le mieux. On est à vos côtés et on va voir les scénarios, comme vous venez de dire, de voir un peu le risque qui existe dans la région et le risque qui peut exister pour le pays. Et on se préparera encore davantage pour nous assurer que si jamais un cas est importé, on le gère correctement et on fait de telle sorte qu'il n'y a pas de propagation dans le pays. L'OMS, avec les équipes des Nations Unies et avec la Banque mondiale, sont avec vous. Et on espère, comme je viens de dire, que notre pays reste indemne de tout cas suspect ou de tout cas confirmé. Sans doute, on est prêt en termes de toute l'équipe à mobiliser pour donner tous les supports nécessaires au ministère qui a le leadership et au gouvernement de Djibouti, tout en appréciant les efforts colossaux qui ont été faits déjà jusqu'à présent, mais on est prêt à renforcer pour éviter qu'un cas se présente dans les pays ou qui puisse être géré au cas où la situation le demande. Plusieurs membres du gouvernement et des partenaires techniques du système des Nations Unies, de la police nationale, suivis par les différentes étapes de cet exercice de simulation grandeur nature qui a fait l'objet d'une analyse et de critiques constructives qui serviront à apporter des corrections et améliorations sur ces besoins. Écoutons le directeur général de la police nationale et celui de la Banque mondiale. Je pense que c'est clair que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour faire face aux crises, aux risques de ce virus. Et nous sommes là, la Banque mondiale est là pour travailler avec le gouvernement en collaboration avec nos collègues des Nations Unies, particulièrement de l'OMS, vraiment pour aider le gouvernement à faire face à cette crise, si toutefois elle se matérialise. Merci. Toutefois, nous sommes qu'au début et j'espère que ça sera la fin et que nous n'aurons pas à avoir à gérer une situation catastrophique. Mais en tout cas, sachez bien, je peux aujourd'hui me permettre de parler au nom de tous les hommes en uniforme. Nous sommes entièrement à vos dispositions. Tous les moyens mis à nos dispositions et effectivement humains et matériels, prêts en cas de besoin à se mettre à vos côtés et faire tout ce qui est possible, tout ce que nous pourrons pour le bien-être de nos concitoyens et de notre pays. Autre actualité nationale, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a accueilli ce matin à l'Institut des études diplomatiques le dialogue politique Djibouti-Union européenne dans le cadre de l'article 8 des accords de Cotonou. Un grand nombre d'ambassadeurs des États membres de l'Union européenne accrédités à Djibouti ont fait le déplacement depuis Addis Abeba où ils sont basés. Rappelons que la session ordinaire de l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique en ACP signé le 23 juin 2000 et dans la capitale économique du Bénin. L'accord de Cotonou vise à réduire à terme et éradiquer la pauvreté, contribuer à l'intégration progressive des pays de l'ACP, les États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique dans l'économie mondiale. Elle repose plutôt sur les trois piliers, à savoir améliorer les services sociaux. Rappelons que favoriser l'intégration régionale, de promouvoir l'égalité des chances femmes et de protéger l'environnement et d'abolir de manière progressive. À ces propos, écoutons le ministre des Affaires étrangères.
Bonjour, soyez tous les bienvenus à cette réunion du dialogue politique consacrée par l'article 8 des accords de Cotonou. C'est une réunion traditionnelle que nous tenons chaque année une fois et qui nous permet d'avoir un échange fructueux, constructif, une interaction en matière de partenariat, de coopération économique entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Nous avons également dans ce genre de réunion l'occasion de nous pencher sur les questions d'ordre politique, de politique interne, les questions de politique régionale et internationale, ainsi que tous les sujets d'actualité qui nous préoccupent. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a vraiment des sujets d'actualité qui sont source de préoccupation pour toute la communauté internationale. J'aimerais à ce stade vous remercier pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que porte l'Union européenne à ses relations avec la République de Djibouti. Comme les années précédentes, la présente session de dialogue politique respectera un ordre du jour convenu d'un commun accord. Cet ordre du jour sera essentiellement consacré aux questions portant sur des points majeurs tels que le domaine politique, le partenariat économique entre nos deux parties et les questions de politique internationale et régionale, je l'avais dit tout à l'heure. La question qui préoccupe le monde en ce moment, celle de la crise du Covid-19, sera également un sujet de discussion entre nous pour qu'on puisse échanger là-dessus et connaître un petit peu quels sont les enjeux économiques, politiques, sanitaires, les risques que nous encourons tous à cause de cette épidémie qui est en train de prendre des proportions tout à fait inquiétantes. Eh bien, les accords partenaires économiques APE en cours de négociation renforceront l'abaissement des barrières douanières prévues par cet accord. Écoutons le ministre des Finances. Processus de réforme, il y a le dialogue public-privé qui va être relancé et approfondi, chose que nous avions commencé il y a quelques années et nous ne sommes pas encore à une vitesse de croisière pour vraiment libérer les énergies du secteur privé, parce que quand nous parlons de la diversification, ça veut dire aussi un rôle de plus en plus accru du secteur privé et moins d'État dans l'économie, sinon que dans sa dimension de régulation. Nous devons d'investir dans des infrastructures encore manquantes. Nous devons également de produire plus d'énergie verte, également maximiser notre avantage, je dirais, exclusif à ce stade-là, sur la question des télécommunications. Il nous faut diversifier, il nous faut consolider ces acquis, et pour cela, il nous faut procéder ou approfondir les grandes réformes pour la République de Djibouti. Eh bien, nous restons dans le domaine sanitaire. Rappelons que sous l'égide du ministère de la Culture, en étroite collaboration avec l'IGAD, a été organisé un atelier de validation de la stratégie nationale des normes sanitaires et phytosanitaires de la République de Djibouti. Cet atelier, outre, a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Culture, M. Ibrahim Elmi, celle du directeur de la planification de l'IGAD, M. Ahmed Habane, des représentants de la FAO, de la Chambre de commerce des Djibouti, de la CERD et d'autres institutions intervenant dans le dit normes. Pour revenir sur cet atelier de normes sanitaires et phytosanitaires, nous avons un invité, docteur vétérinaire Abdou Alouane, du département de l'élevage et du point focal du SPS du ministère de la Culture, est donc présent sur notre plateau pour faire un point sur les normes du SPS et l'importance dont elles font l'objet. Bonjour, docteur Abdou. Bonjour, M. Eh bien, en quoi consiste l'accord et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires? Oui, l'accord sanitaire est
de l'Organisation mondiale du commerce. On l'appelle aussi accord SPS. C'est un traité qui a été négocié dans les années 90 lors de la négociation des tarifs douaniers et du commerce. Ces traité en fait, a été validé avec la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. L'SPS en fait permet en fait à l'OMC de définir quelques règles qui lui permettront en fait de définir les contraintes politiques sur des États membres relatives à la santé, à la sécurité sanitaire en fait des aliments, la santé animale et végétale. En d'autres termes, en fait, les SPS définit en quelque sorte des règles qui établissent un équilibre entre le commerce en fait international et les échanges, et tout en tenant compte en fait des exigences sanitaires pour la protection des consommateurs ainsi que l'environnement. Il faut savoir qu'il y a trois grandes organisations de normalisation qui définissent en fait ces règles. C'est le Codex Alimentarius qui définit, elle, les règles sur la sécurité alimentaire. L'Organisation internationale de lutte contre les épizooties, encore l'OIE, qui, elle, définit en fait les règles pour la santé animale. Et enfin, le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Concernant en fait la stratégie nationale qui a été validée durant le mois de mai 2019 à Djibouti, il faut savoir que cette stratégie a plusieurs avantages. Entre autres, l'un des avantages majeurs, c'est que cette stratégie va œuvrer pour la promotion d'une production agricole locale soutenue par des technologies, bien sûr, appropriées en matière de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. Il faut aussi savoir que la stratégie va également promouvoir en fait les technologies, va promouvoir en fait l'industrie de transformation agroalimentaire, parce que en fait la mise en œuvre de cette stratégie va se traduire par un soutien technique, politique et financier qui vont permettre en fait aux producteurs locaux de pouvoir être plus à terme en termes de qualité, mais aussi d'être au niveau de normes nationaux et internationaux. Enfin, la stratégie va également permettre en fait de promouvoir les opportunités d'investissement en matière d'élevage. Pourquoi l'élevage? C'est que vous savez ici, M. Samatar, nous sommes en Corne d'Afrique. En Corne d'Afrique, il y a un peu plus de 400 millions de têtes de bétail qui sont potentiellement commercialisables, et Djibouti, à travers sa position géostratégique, joue un rôle majeur dans le commerce des bétail. Eh bien, Dr Alouane, ma dernière question s'explique. Quelles sont les attentes de la stratégie nationale du SPS, sanitaire et phytosanitaire? Les stratégies, eh bien, M. Samatar, elles sont multiples. En premier lieu, les stratégies vont permettre de renforcer en fait un cadre réglementaire et le mécanisme de coordination, un mécanisme de coordination SPS à Djibouti à travers la mise en place d'un comité national qui va en fait aligner les efforts déployés par les institutions nationales au niveau international, mais également au niveau régional. Elle va également renforcer les capacités des secteurs privés et publics dans le domaine de la qualité et de la sécurité alimentaire, mais aussi cette stratégie va permettre de renforcer les outils réglementaires à travers en fait des décrets et des lois, mais aussi renforcer le cadre physique à travers les laboratoires et le contrôle frontalier. Merci. Merci, Dr Abdou Alouane. Rappelons que vous êtes un Dr Abdou Alouane, vétérinaire au ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière. Et maintenant, nous passons technologie et numérique. Hier, en fin de matinée, fut le lancement des travaux de rénovation du corridor numérique terrestre entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. L'événement capital, le directeur général du fleuron technologique, M. Mohamed Assouebouh, et son homologue éthiopien, Mme Friut Tamerou, a procédé à son lancement. Une fois de plus, ce déploiement qui modernise le réseau terrestre à fibre optique allant de PK12 à Kalafi constitue un enjeu économique majeur pour le développement de la société de l'information des télécoms, des opérateurs, mais aussi les fournisseurs des services à valeur ajoutée et à toutes les entreprises et organisations utilisatrices. Le CEO de Djibouti Telecom, accompagné de son homologue éthiopienne et ses proches collaborateurs, ont visité les différents chantiers en cours où passeront, rappelons-le, ces réseaux permettant d'acheminer plusieurs centaines de mégabits par seconde de manière symétrique en voie montant et descendant. En effet, cette modernisation permet d'écouler plusieurs dizaines de mégabits par seconde avec une technologie de dernière génération. Rappelons-le, ce partenariat entre les deux géants régionaux est une corde ajoutée à l'arc d'intégration régionale dont sont synonymes les deux pays. Aujourd'hui, Djibouti Telecom, rappelons-le, toujours dans son ambition de devenir une plateforme numérique d'envergure régionale et même dire tant continentale où symbiose avec l'innovation numérique répond à un besoin constant, celui de satisfaire ses consommateurs. Écoutons le directeur général de Djibouti Telecom. Journée du 8 mars 2020, dédiée au lancement officiel des travaux de modernisation du réseau terrestre à fibre optique reliant nos deux pays, marque le début d'un nouveau chapitre de nos relations, celui du renforcement de notre partenariat stratégique et privilégié. Je tiens également à vous adresser mes vives félicitations pour vos efforts continus qui ont permis les résultats exceptionnels réalisés par Ethio Telecom sous votre leadership. Congratulations, Madame la CEO. Madame la CEO, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui se résume en 3 mots. Volonté, ambition et enjeu.
Cette noble volonté est bien réelle, elle est solide et grande grâce à l'attachement mutuel à notre partenariat stratégique. Et chacune de nos rencontres reste une occasion privilégiée de revitaliser ce partenariat. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans le cadre d'une vaste opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à Djibouti, organisée par l'Agence nationale des personnes handicapées en partenariat avec le ministère de la Santé, la caravane de l'opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées a débuté hier à Dabeldjouk. L'objectif, rappelons-le, de l'enregistrement biométrique est de mettre à jour les données à caractère socio-démographique. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ancien star du foot brésilien Ronaldinho a passé sa 3e nuit derrière les barreaux au Paraguay pour usage de faux passeports. Son avocat dénonce ces détentions et va demander lundi la libération immédiate du champion du monde 2002. Ronaldinho avait été arrêté en compagnie de son frère Roberto, soupçonné du même délit. Et leur détention préventive confirme samedi par un juge de la capitale paraguayenne. Tous deux sont accusés d'être entrés sur le territoire paraguayen en possession de faux passeports. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.